suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Surya Asmei. Bonjour Raphaël. Bienvenue sur le podcast Sésame Asie. Très heureux de faire un premier épisode Cambodge. On continue à explorer tous les pays sur le podcast. J'en profite pour faire un appel rapide. Je crois qu'il y a des pays comme le Vietnam, la Corée, où il doit y avoir plein de choses intéressantes à couvrir qu'on n'a pas encore fait. Donc si vous êtes dans ces pays-là, n'hésitez pas à me contacter. Mais donc, Surya Asmei, donc tu es fondateur et CEO de Confluence à Phnom Penh, qui est un catalyseur d'opportunités business au Cambodge. Donc tu aides les entreprises à investir au Cambodge, à rentrer sur le marché, etc. Tu as plein de casquettes différentes. Tu es aussi le président de la CCI, tu es un membre fondateur de la French Tech. Vous organisez donc plutôt avec Confluence, je pense, un forum d'affaires aussi dont nous allons parler, qui va être super intéressant, je pense, en juin. Bref, tu as l'air d'être la personne parfaite pour nous présenter le Cambodge, en tout cas en particulier le monde des affaires en Cambodge, c'est le sujet qui nous intéresse. Mais pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît. Oui, enchanté déjà. Donc mon nom est Surya Asmei, donc je suis franco-cambodgien au sens de double nationalité. Donc je suis né en France et j'ai grandi en France. J'ai fait mes études en France, mais j'ai fait le choix où la vie m'a amené à la fin de mes études à basculer sur le Cambodge. Et je suis ce qu'on peut appeler aujourd'hui un serial entrepreneur, au sens où j'ai lancé depuis mon installation au Cambodge au début des années 2000 plusieurs entreprises. Certaines ont été des réussites, certaines ont beaucoup moins fonctionné. Et je dirais sur les 5 dernières années, je me suis effectivement recentré sur une seule boîte, Confluence, qui de fait amène à d'autres aventures entrepreneuriales aussi. Et c'est vrai que j'ai au sein de la communauté franco-cambodgienne aujourd'hui plusieurs casquettes. Ça a commencé avec la French Tech, aujourd'hui avec la CCI, et puis on verra par la suite. Ok, ouais, non, mais exactement, c'est hyper intéressant quoi, de comprendre donc, ton parcours de serial entrepreneur, comme tu le dis. À la fois maintenant, t'aides les entreprises et les entrepreneurs au Cambodge. Tu as cette propre expérience et sur le podcast, on en parle beaucoup et beaucoup des auditeurs du podcast nous écoutent en se disant comment se lancer en tant qu'entrepreneur en Asie souvent. Donc, je pense qu'on va apporter plein d'informations intéressantes là-dessus. Mais donc, pour revenir à la genèse un peu, donc tu dis que tu es d'origine cambodgienne toi-même. T'as baigné dans la culture quand t'étais en France. Est-ce qu'il y a eu une découverte du Cambodge un jour, ou est-ce que ça s'est fait de manière assez naturelle vu que t'es né dans cet écosystème? Alors, c'est un peu des deux. Parce que c'est ma maman qui m'a élevé et éduqué. Donc ma maman, elle est française et c'était mon père qui lui, je dis elle parce qu'il il est décédé, qui était cambodgien. Mais j'ai quand même plutôt grandi dans les milieux très français et même très lyonnais, parce que je suis de Lyon, et j'avais un rapport au Cambodge qui était assez lointain, c'est-à-dire les cérémonies à la pagode une fois l'an, ce type de choses. Après, il y a eu une bascule, je dirais à la fin des années 80, début des années 90, lorsque mon père a fait le choix de revenir au Cambodge. Et je crois à partir de 94, il nous a fait venir, ma sœur et moi. Donc on est venu une première fois, et puis moi ensuite, alors ma sœur a beaucoup moins aimé. Mais moi, je suis venu tous les étés depuis 94. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment découvert le Cambodge. Alors, c'était plus parce que, très honnêtement, au départ, c'était des vacances qui étaient payées. Ça me permettait aussi d'aller faire un tour en Thaïlande, d'aller faire un tour au Vietnam. Il faut imaginer que le Cambodge, dans les années 90, c'était des vacances très particulières. C'était pas un pays aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Mais voilà, j'ai fait ça durant une petite dizaine d'années jusqu'à ce que je bascule à la fin de mes études.
Et donc, tu parles cambodgien, tu comprends la culture, et dans quelle mesure, enfin, c'est des questions, et dans quelle Alors, mesure c'est ouais, important pour le business sur place? je dirais la langue, je la parle. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un très mauvais accent. J'ai un accent français. J'ai le même en anglais, j'ai le même en allemand. Donc C'est ce qui fait ton ça fait charme. pas, voilà ce qui fait mon charme ou pas. Mais je le parle. Je pense que je le parle très honnêtement comme un adolescent, un petit peu attardé. Donc j'ai pas encore. Je sais pas si je l'aurai un jour le langage un peu plus avancé qui permettrait de faire des présentations un peu plus poussées. Mais dans la vie de tous les jours, oui, je suis vraiment capable de discuter avec les uns et les autres et je pense que je comprends quasiment tout ce que me disent mes interlocuteurs. Et la compréhension culturelle, oui, ça je l'ai, parce que ça fait 20 ans que je suis ici, ça fait 20 ans que j'évolue dans les deux sphères, aussi parce que j'ai de la famille cambodgienne, j'ai des amis cambodgiens, donc je pense, cette chance de bien comprendre les deux cultures. D'accord. Et ça te semble primordial pour faire du business au Cambodge? Si on parle zéro cambodgien, on peut y arriver. Il faut se faire aider avec des partenaires de locaux dans ce cas-là. Enfin, comment ça marche? Bon, je dirais la langue, c'est pas un prérequis. C'est mieux, c'est sûr. Ça met tout de suite, c'est comme dans tous les pays, ça met les gens à l'aise et en confiance. Au Cambodge, on est quand même dans un pays où les gens parlent plutôt bien anglais. Si je compare à nos voisins, que ce soit en Thaïlande ou au Vietnam. Donc la langue ne pose pas trop de problème. On tombe même des fois sur des personnes qui parlent un très bon français aussi. Donc la langue n'est pas un problème, mais ça aide, c'est sûr. En revanche, évidemment, il est important de comprendre la société, je dirais même les sociétés cambodgiennes, pour arriver à réussir ici. Après, il est tout à fait possible d'être sur des niches expat, mais on sait que ça a ses limites et que les sociétés qui marchent sont celles qui sont tournées vers l'écosystème local. Et ils parlent même français. Je crois que je lisais tes articles. Le gouvernement, même cambodgien, est un petit peu francophone dans une certaine mesure. Alors, c'est vraiment une francophonie, je dirais, d'élite au Cambodge. Elle existe encore, elle est même, c'est assez surprenant parce qu'elle est renforcée. Alors, c'est pas surprenant parce que la France a beaucoup investi et continue à investir en donnant pas mal de bourses à des étudiants cambodgiens qui vont étudier soit dans les filières françaises au Cambodge ou soit ou qui vont étudier en France. C'est des filières que moi j'appelle techniques, mais c'est la médecine, la pharmacie, le droit. Donc on a énormément de ces anciens étudiants, donc des alumni, qui reviennent aujourd'hui et qui occupent des postes très intéressants à la fois au sein du gouvernement et au sein des entreprises. Donc là-dessus, il y a effectivement un renouveau de la francophonie. Et puis on a quand même toute la génération de mon père et même celles qui ont suivi, où une grande partie d'entre eux sont francophones. Et c'est vrai que il est courant, lorsqu'on rencontre des gens du gouvernement, à ce que l'on puisse échanger en français et dans un très bon français. Après, c'est beaucoup moins le cas dans le secteur privé, c'est beaucoup moins le cas je dirais, dans la nouvelle génération. D'accord, non, c'est intéressant parce c'est des choses qu'on voit pas forcément quand on est juste touriste ou de passage au Cambodge, donc c'est intéressant d'avoir ça comme information. Mais raconte-nous un peu. Donc on a commencé à citer ton parcours de multi-entrepreneur. Alors, tu as fait tellement de choses qu'on va peut-être pas pouvoir rentrer dans le détail de chaque épisode, mais comment est-ce que tu peux nous résumer un peu voilà toutes ces aventures? Je dirais c'est un peu le drame, c'est que j'ai fait beaucoup de choses en arrivant. Donc il faut imaginer le Cambodge des années 2000, c'était un pays qui était déjà en plein boom économique, mais où il fallait vraiment tout faire. Et moi je suis arrivé, j'étais jeune, je sortais de mes études, j'ai fait des études de gestion, je sortais de mon service militaire. Très honnêtement, j'avais pas un CV très intéressant, voire même j'avais un CV quasiment blanc. Euh, Et donc, je suis pas arrivé à trouver un boulot tout de suite. Puis déjà, j'ai mis un peu de temps avant de chercher un travail. Parce que l'idée aussi, c'était vraiment de s'installer sur la durée et puis de découvrir le pays un peu plus en profondeur. Mais assez vite, en fait, j'ai rencontré des gens qui voulaient monter des boîtes, mais qui savaient pas trop comment s'y prendre et qui, je dirais, avaient pas ce lien, ou l'avaient moins, en tout cas, avec le Cambodge.
et disons que je me vendais bien comme étant celui qui pouvait les aider à trouver les premiers clients, qui pouvait les aider à gérer les relations, qui à l'époque pouvaient être un peu olé olé avec l'administration cambodgienne. Donc, je me plaçais en fait comme un partenaire local sur des petites boîtes. Hein. C'était pas des gros investissements. Et donc, j'ai fait ça. J'ai commencé par une, et puis ensuite. Et quel type d'activité, quel secteur Bah, la toute première, c'était une boîte informatique. C'est une boîte un peu typique de outsourcing, de développement offshore. Alors, on a essayé ensuite d'attaquer le marché local. Ensuite, on est passé avec le même partenaire et d'autres partenaires, on est passé sur une agence de com. On s'est lancé dans les médias. Moi, j'avais lancé à l'époque le Petit Journal, qui est un site assez connu des expats normalement dans le monde. Ouais, on les connaît bien. On salue Didier de Hong Kong en particulier, avec qui on a beaucoup bossé en partenariat. Okay. J'avais pris la première franchise au Cambodge, je l'ai ouverte. Ensuite, j'ai fait du trading avec d'autres partenaires. On a monté une boutique de lingerie au BAD. Je dois oublier quelque chose, mais ça partait un petit peu dans tous les sens. J'ai fait ça durant. Donc pas vraiment des études de marché ou quoi, plutôt voilà, il y a plein d'opportunités, le côté un peu c'était vraiment excitant de, je sais pas, j'imagine c'est un peu comme ça, l'Asie du Sud-Est. Le Cambodge, je sais pas, peut-être que je caricature, mais on a l'impression qu'on est parfois dans des pays où tout bouge vite, etc. Où il y a plein d'opportunités et on peut se lancer à droite à gauche. En fait, c'est des opportunités. Exactement, c'est vraiment ça. C'est des rencontres, des opportunités qui arrivent. On fait des études plus ou moins poussées, et puis on se lance. Et puis à l'époque, c'était vraiment possible de lancer des boîtes sans gros invest. Hein. C'était beaucoup plus léger, je dirais qu'aujourd'hui. Après, j'ai l'erreur, enfin pas l'erreur, parce que quelque part ça me sert aujourd'hui, mais dans les faits, j'étais à chaque fois le partenaire minoritaire, le partenaire non stratégique et le partenaire non salarié. Donc on a beau être actionnaire je crois à un moment j'étais actionnaire d'une dizaine de boîtes, et encore une fois c'était pas que des grosses boîtes. Financièrement c'était pas tellement tenable sur la durée. Donc ce qui m'a amené notamment parce que je me suis marié et un mariage ça peut coûter cher. Donc ce qui m'a amené à me séparer de mon portefeuille de participation dans ces sociétés. Mais en revanche, je dirais le gros point positif, c'est que ça m'a vraiment aidé à constituer un réseau, et tout simplement parce que pour chacune de ces sociétés, j'étais un petit peu le business dev ou le représentant public, et que quand on fait ça pour de l'IT, quand on fait ça pour des médias, quand on fait ça pour des boîtes de pop, quand on fait ça même pour de la lingerie, donc dans le milieu de la mode, en fait, au final, on rencontre un petit peu tout le monde. Et c'est un petit peu ce qui m'a amené ensuite à lancer l'aventure Confluence, on va dire. Ouais, non, t'as appris un peu tous les métiers en fait. Donc à la fois pour monter ta propre boîte et pour aider plus en mode consulting, il faut savoir prendre des dossiers divers et variés. C'était la formation parfaite quelque part, quoi. Exact. Sauf que j'avais pas appris véritablement à gérer une boîte, parce que encore une fois, j'étais pas le gérant, j'étais vraiment le deuxième partenaire. Et gérer la partie gestion d'une boîte, je l'ai vraiment appris en lançant la société que je gère aujourd'hui. Que tu as même appris non, t'as pas repris un peu des études ou une certification? J'ai cru voir ça en faisant ma petite enquête. Ça, je l'ai fait plus récemment. C'est notamment parce qu'on est sur une boîte qui grandit vite, et que j'ai envie qu'elle grandisse encore plus. Et donc effectivement, je suis allé passer un diplôme de directeur indépendant en Thaïlande. J'ai participé à différents programmes des executive education, je sais pas comment on dit en français, d'éducation de cadre, on va dire, en Thaïlande aussi. Alors c'est beaucoup pour créer pour me faire un réseau dans la région, mais ça fait du bien aussi des fois de prendre un petit peu de recul sur l'activité au jour le jour de la boîte, et puis voir comment on peut améliorer ce qu'on fait déjà. Ouais, non, tout à fait. Continuer à se former, ça revient aussi sur le podcast ou pour les changements de carrière ou les évolutions comme la tienne. Donc, ok, super intéressant. Et donc, explique-nous un peu comment ça t'a amené à Confluence. Tu viens de le dire, mais peut-être dis-nous un peu plus qu'est-ce que c'est Confluence et quel était l'élément déclencheur, quoi. Est-ce que c'est un dossier que t'as pris, voilà, un premier client, et après tu t'es dit, je peux offrir ça à une panel de clients. Enfin, comment tout ça s'est passé?
En fait, c'est assez. On avait lancé à l'époque avec deux très bons amis que je salue d'ailleurs, Olivier et Christophe, des Lyonnais. On avait monté la première agence digitale du Cambodge. Alors on est arrivé beaucoup trop tôt, donc ça n'a pas fonctionné sur la durée. Mais eux étaient et sont encore aujourd'hui très intégrés à l'écosystème, je dirais, lyonnais et rhône-alpin. Et à l'époque, en région Rhône-Alpes, il y avait une institution qui était assez connue, qui s'appelait ERAI, qui était le bras armé international de la région Rhône-Alpes, alors, qui a coulé depuis, mais qui à l'époque était vu comme un acteur très très actif, voire trop actif à l'étranger. Et donc j'ai été sollicité à plusieurs reprises en tant qu'indépendant pour réaliser alors c'était beaucoup des petites missions commerciales, identifier des distributeurs, aller faire des relevés de prix et compagnie. Donc c'est quelque chose que j'ai fait durant une bonne année, je pense, de temps en temps. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à discuter avec eux de la possibilité de monter un bureau sur le Cambodge, sachant qu'ils avaient un très beau bureau eux-mêmes au Vietnam. Finalement, ça s'est pas fait parce que Erail, comme je disais, a été liquidé. Donc moi, je me suis retrouvé, j'avais déjà sécurisé un emplacement, j'avais déjà recruté une collaboratrice à mes frais. Et donc, parce que j'ai tendance des fois à aller un peu plus vite que je ne devrais. Et donc la question ensuite était derrière, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je perds tout ou est-ce qu'au final, j'essaye de me lancer en indépendance sur ce secteur de l'accompagnement de l'accompagnement d'entreprise. Mhm. Donc c'est vraiment comme ça que Confluence a commencé. Je regarde ton site internet en tant que tu parles. Donc c'est confluence.asia, confluence au pluriel. Et donc, enfin, voilà, on est rentré directement dans le vif du sujet, mais refaisons peut-être un pas en arrière. Et donc, enfin, qu'est-ce que fait Confluence? Donc, je vois que voilà, explorer un marché, setup operations. C'est en anglais, je vais essayer de traduire en live. Peut-être même créer des JV, c'est ça? Le côté Ouais, c'est ça. trading, Ouais. voilà, enfin, c'est un peu toutes les enfin, c'est faire de l'entrée sur le marché, permettre à les entreprises d'investir en Cambodge, créer des JV, enfin c'est un peu toute la panoplie de services qu'une entreprise qui veut rentrer sur le marché cambodgien ou se développer peut avoir besoin, c'est ça? Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, notre cœur de métier, c'est vraiment aider les boîtes. Alors, c'est plutôt les boîtes que les investisseurs, c'est-à-dire on travaille plutôt avec des entreprises déjà constituées, avec des services, des produits, je dirais déjà en place et qui cherchent et qui souhaitent rentrer sur le marché cambodgien. Et quand en fait on dit qu'elles souhaitent rentrer, ça dépend de ce qu'elles veulent faire. Il y a des équipementiers qui vont simplement chercher des clients finaux, donc on essaie de leur trouver des clients. Il y en a qui vont chercher des distributeurs, il y en a qui vont chercher les franchisés, puis il y en a qui veulent vraiment investir, monter des filiales, monter des usines, monter des hôtels. Donc on a toute une palette de services opérationnels à leur proposer. Alors évidemment, on les avait pas tous au départ, hein, on a fait évoluer ça. Ça fait 6 ans qu'on existe, donc au fur et à mesure de notre progression, je dirais. Et aujourd'hui, oui, on travaille au jour le jour. Je pense qu'on a en permanence entre une grosse vingtaine de dossiers, mais c'est très différent à chaque fois. Tout dépend vraiment du besoin client. Et puis d'ailleurs, il arrive des fois qu'on soit sollicité et que le marché cambodgien n'est clairement pas un marché fait pour ceux qui nous sollicitent. Donc, auquel cas, on décline certaines missions. Et c'est quoi donc justement les secteurs porteurs là où vous avez le plus de clients, vous, et peut-être les secteurs porteurs du marché cambodgien en général? Ouais, alors traditionnellement, les gens ils vont toujours citer les piliers, je dirais, de la croissance cambodgienne, hein. C'est l'agriculture, le tourisme, la construction, le textile. Nous, le textile, on s'en occupe pas du tout parce que c'est plutôt du sourcing en réalité qu'on devrait faire. Donc c'est moins notre ADN. On a eu énormément de travail dans le domaine de la construction. C'est un pays qui construit beaucoup et qui a eu des vagues
des vagues assez intenses d'investissement asiatiques et puis récemment investissement chinois qui font qu'il y a des chantiers je dirais dans tout le pays. Et qu'il y a de la place pour les équipementiers, qu'il y a de la place pour des archis, qu'il y a de la place pour les cabinets d'ingénierie. Ça, c'est un secteur qui a été et qui reste très porteur. Je dirais actuellement, là, on a beaucoup de demandes aussi, c'est au niveau du retail, de la distribution. Il y a des nouveaux acteurs, il y a énormément de projets de centres commerciaux, de shopping malls. Et donc là-dessus, on sent qu'il y a un besoin de nouvelles marques entrantes, de nouveaux produits entrants. Donc on a beaucoup de demandes là-dessus. Mais en réalité, on jongle en permanence d'un secteur à l'autre. C'est quand même un pays où il y a énormément à faire. Donc on se retrouve à faire. Des fois, on fait des missions. Par exemple, ça nous est arrivé dans le domaine de la défense. Ça nous est arrivé de faire des missions dans le domaine de l'agriculture. Enfin, on passe en permanence d'un domaine à l'autre, d'un secteur à l'autre. D'accord. Tu peux nous citer peut-être une success story? Ça peut être de tes clients ou même d'entreprises françaises, par exemple au Cambodge, et éventuellement aussi un épisode qui s'est mal passé pour apprendre aussi des erreurs des autres. Ouais, une success story, c'est plus facile de citer un nom que sur l'échec. Ouais, ça peut rester anonyme mais bon, c'est toujours des histoires croustillantes et c'est intéressant, ça, l'air de rien. Ouais, non, tout à fait, c'est intéressant. Non, je dirais une success story, c'est on a accompagné donc toute l'année dernière, et d'ailleurs ça nous a bien aidé au moment du Covid parce que c'est un bon client, c'est une société singapourienne anglaise qui s'appelle Bekis et qui ont construit la plus grosse unité de biomasse du Cambodge. Enfin, pas qui ont construit, pardon, ils sont en train de la construire. Et on a vraiment fait leur accompagnement de A à Z. Ce qui est marrant, c'est qu'au départ, ça a commencé par une simple demande de visa, parce que c'était très compliqué durant le Covid de rentrer au Cambodge. Il fallait des lettres d'invitation et compagnie. Donc, on avait lancé un service là-dessus. Donc, on a aidé un cadre anglais à rentrer au Cambodge dans des bonnes conditions à ce moment-là. Ensuite, on l'a aidé à faire rentrer des ressources techniques. Il a vu qu'on n'était pas trop mauvais à gérer l'administration, donc il nous a demandé de l'aider à obtenir un permis de construire. Ensuite, on a fait du recrutement. Il n'arrivait pas à obtenir une licence d'investissement, donc on a regardé et on lui a obtenu. On a vraiment accompagné le projet pas de A à Z, parce qu'aujourd'hui ils ont été hébergés chez nous durant 1 an. Maintenant, ils ont pris leur bureau en propre à côté de leur site. Donc, on les a accompagnés de A à O. Mais pour nous, c'était vraiment c'est un beau projet. C'est un projet qui est sur des thématiques très porteuses, énergie renouvelable, développement durable. C'est quand même à l'échelle du Cambodge, ce sont des nouvelles technologies. Donc ça, c'est un projet très intéressant, et puis on espère continuer à travailler avec eux parce qu'on est missionné aussi pour les aider à trouver d'autres opportunités sur le marché cambodgien. C'est exactement ce type de projet qu'on aime bien. Ensuite, on a eu effectivement, je dirais pas des échecs, mais on a fait des missions assez régulièrement dans le luxe depuis 5 ans, donc des marques qui nous sollicitent pour arriver à trouver des distributeurs, à trouver des partenaires. Et puis, on n'y arrive pas, le marché n'est pas encore prêt, ou c'est pas des marques qui sont assez connues des consommateurs cambodgiens. Donc, ces marques ont beau revenir. On a quand même toujours du mal à trouver la bonne porte d'entrée. Alors, on désespère pas, le marché évolue. On a eu encore une mission la semaine dernière, donc on espère que ça va finir par signer. Mais c'est vrai que c'est long. Je dirais un dernier cas d'échec un petit peu, c'est lorsqu'il y a des boîtes qui sont peut-être trop avancées pour un marché comme le Cambodge et qui ont des attentes peut-être trop importantes en termes d'affaires, en termes de courant d'affaires, et qui se placent mal par rapport à la concurrence locale et qui ont tendance à sous-estimer la concurrence locale. Ça, c'est aussi une erreur assez commune et qui, au final, ont du mal à tenir, je dirais, une vraie implantation sur la durée.
Mhm. D'accord. J'ai quelques exemples aussi que je vois là, alors que je tire du forum. Là, on reviendra sur le forum dans quelques minutes. Ouais. Alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est peut-être plus des entrepreneurs locaux? Ça, je vois les eaux minérales Cullen, la chaîne de spa Bodia Spa, les pharmacies YouCare. Tu peux nous en dire Ouais, plus? c'est les entrepreneurs français du Cambodge, ouais, mais Ouais. effectivement, ce sont des vrais success stories. Mhm. Alors, typiquement, c'est le genre de projet que nous, on n'accompagne pas trop parce que c'est ce que je disais au début, c'est nous, on a plutôt tendance, par exemple, si on va accompagner des spas, on aurait plutôt tendance à accompagner une chaîne internationale qui veut s'implanter sur le marché. Et de façon générale, je pense que lorsqu'un entrepreneur, par exemple, les personnes qui sont derrière Bodiaspa, qui ont fait un super boulot, j'irais, enfin moi, si je monte ma boîte dans le pays dans lequel je vis, j'ai pas forcément envie au départ de me faire accompagner parce que c'est mon projet. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, il y a des gens qui nous écoutent qui sont intéressés par, justement, qui se disent Ouais. peut-être pourquoi pas aller s'installer au Cambodge et monter une boîte. Donc, Ah, mais c'est même si c'est pas tes clients, je pense à eux. non, non, mais c'est vraiment c'est trois beaux modèles. Haute-Culène, c'est particulier, mais ils sont arrivés, je dirais, au Cambodge durant des années. La classe haute cambodgienne buvait et se lavait les dents à l'évian. Hein, c'était vu comme un Ouais. signe de richesse. Et Culène est arrivé et c'est une eau qui est vraiment très très bonne. Il y a eu des analyses qui ont été faites et qui la placent au même niveau que des. Alors je suis pas de la pub pour eux, mais au même niveau que les eaux minérales françaises. C'est un très beau projet. Ils sont bons en marketing, ils ont une très bonne distribution. Enfin moi je vois ça tous les jours. Et puis c'est marrant parce que effectivement c'est une success story, mais par exemple dernièrement ils ont essayé de lancer une eau gazeuse, ça a moins marché. Donc Mhm. pourquoi on n'a pas forcément la recette du succès à chaque fois. Les pharmacies YouCare, c'est pareil, c'est aussi des Français. C'est la première chaîne, je pense, de pharmacie au Cambodge. Ils font aujourd'hui face, il y a les acteurs internationaux qui commencent à arriver, mais ils sont tellement bien implantés qu'effectivement, ça va être difficile de les déloger. Et Bodiaspa, c'est encore autre chose parce qu'ils ont créé un petit peu un savoir-faire cambodgien du massage. On connaît tous les massages thaïlandais, on connaît les massages suédois aussi, mais les Thaïlandais, et eux, ils sont arrivés à démontrer que historiquement, il y avait une tradition du massage au Cambodge. Ils ont créé des spas. Il y en a dans toute la ville, il y en a à Siem Reap, il y avait des spas d'aéroport. Ils ont créé une marque de produits de soins. Tout cela a été très poussé, et c'était tellement poussé que même à un moment, ils avaient envisagé d'ouvrir à l'étranger. Bon, le Covid est passé par là. On peut imaginer les spas sont restés fermés durant un moment. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut leur laisser le temps comment dire, de bien se relancer. Mais effectivement, ce sont trois success stories françaises au Cambodge. Et il y Ok. en a, Et peut-être il y en a plus. des futurs invités du podcast. Il faudra qu'on regarde. Peut-être que tu pourras me les présenter. Avec grand Euh, plaisir. et pour revenir plus à tes clients, donc justement, pourquoi le Cambodge? Pourquoi s'intéresser au marché cambodgien? Quelle est la place du Cambodge dans une stratégie asiatique ou peut-être Asie du Sud-Est? Tu peux nous expliquer tout ça? Bah, je pense qu'en fait, il y a différents types de clients. Il y a les clients qui sont déjà présents dans la région, qu'ils soient basés à Singapour, Bangkok, Ho Chi Minh, ou voilà. Et le Cambodge, en fait, c'est le prochain marché pour eux. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut qu'ils le regardent, il faut qu'ils y entrent. Donc, ça, c'est quand même assez récurrent, et ce qui fait que nous, on travaille au jour le jour avec les QG, je dirais, régionaux. Euh, Ensuite, il y a, je dirais, des entreprises qui choisissent le Cambodge. Alors, c'est pas tout le temps. Ça demande beaucoup de travail de persuasion de notre côté, mais qui choisissent le Cambodge pour une entrée sur le marché ASEAN. Donc ça veut dire que ce sont des sociétés qui sont pas du tout présentes en Asie et qui choisissent de mettre une première équipe. Alors souvent, c'est à Phnom Penh. S'ils choisissent le Cambodge, c'est parce que c'est vrai que c'est plus facile. C'est vrai que nous, on n'a pas ces obligations que certains de nos voisins ont d'avoir un partenaire local. Il y a beaucoup moins de contrôle sur les flux financiers. Enfin, je veux dire dans le bon sens. Hein. Je ne parle pas d'évasion fiscale. D'accord. Mais J'ai dans le eu bon peur. sens.
Non, mais dans le sens que, par exemple, si on fait des bénéfices, on peut les rapatrier sur les maisons mères. Il y a pas de, enfin, il y a des taxes évidemment, mais c'est pas impossible et c'est même assez simple. Et c'est quand même un marché aussi où il est encore facile de recruter. Les ressources je dirais, sont jeunes. Elles parlent, comme je disais, elles parlent plusieurs langues. Elles sont moins chères aussi c'est sûr, qu'entre des Singapouriens et des Cambodgiens en termes de coûts, il y a pas photo. C'est quoi un salaire moyen? Un salaire moyen, une bonne ressource administrative, ça va être 500, 600, je pense. Si c'est quelqu'un En qui a USD, c'est ça? 2-3 ans, USD tout à fait, qui a 2-3 ans d'expérience et qui parle un bon anglais. Mhm. Donc, ensuite, on peut très très vite monter lorsque c'est des ressources techniques, parce que ça, c'est un peu plus rare au Cambodge. Mhm. D'accord. Donc c'est un pays qui fait à peu près 17 millions d'habitants, je vois. Ouais, c'est ça, 17 millions d'habitants, population très jeune. Hein, je crois qu'il y a il y a la moitié de la population qui a moins de 25 ans, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors on n'est pas les seuls en ASEAN, mais par exemple, il y a des pays comme la Thaïlande ou comme la Malaisie qui sont un peu plus vieillissants. Bon, nous, c'est pas notre cas. Après un PIB donc de seulement 25 milliards. Mais bon, enfin, on part de bas, mais quelque part avec un potentiel de croissance important, quoi. J'imagine que c'est ça le côté intéressant. Bah, ce qui est intéressant, c'est si tu regardes alors j'ai pas les chiffres en tête, mais sur les 20 dernières années, le Cambodge figurait parmi je sais plus si c'était le top 5 ou le top 10 des pays à plus forte croissance. C'est-à-dire que nous, c'est pas des croissances, pardon, épisodiques où ça marche durant 3 ans et puis ça s'effondre. Ça fait 20 ans qu'on est en croissance. On était sur du 6-7% avant le Covid. Là, on s'attend à une croissance, à un retour à la croissance entre 5 et 6. Donc c'est quand même stable et c'est quand même intéressant. Mais c'est sûr qu'effectivement on part de base. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes bassins de population que le Vietnam, que l'Indonésie. C'est pas du tout la même taille de marché. Mais en revanche, effectivement, pour des sociétés qui souhaitent s'implanter, notamment commercialement, se baser au Cambodge, ça peut faire sens. D'accord. Est-ce que tu peux aussi utiliser tes casquettes CCI et French Tech pour nous dire peut-être les grandes actions, qu'est-ce que vous faites d'intéressant Oui, bah, la French Tech, enfin, j'imagine que tu connais bien, hein, mais c'est vrai il y a eu énormément de buzz autour de la French Tech, je dirais, il y a 4 ans, 3 ou 4 ans. Donc nous, on a pris le train en marche, on a monté une communauté locale, on a rassemblé tous les Français qui étaient dans la tech au Cambodge, et il y en a beaucoup. Alors c'est pas forcément des startups françaises, mais il y a beaucoup de Français à des postes clés dans à peu près toutes les grosses startups ou toutes les compagnies tech. Donc c'était important de les rassembler. On a vraiment essayé, je dirais, d'échanger au maximum avec nos voisins, parce qu'on pense que c'est ce qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe en Thaïlande? Qu'est-ce qui se passe au Vietnam? Qu'est-ce qui se passe à Singapour? Donc, on était vraiment sur une belle dynamique. C'est vrai que le Covid a un peu calmé ça au niveau de la French Tech. Donc, moi, j'étais un des cofondateurs. On avait un board qui était très dynamique avant le Covid. Là, pour être transparent, on a réélu un board il y a un mois. Qui lance d'ailleurs une première action parce qu'ils organisent un rassemblement French Tech APAC en amont du forum. Alors on attend, c'est pas énorme, on attend 10-15 personnes des French Tech de la région qui vont se retrouver avec tout l'écosystème cambodgien. Donc on pense qu'on aura 150-200 personnes qui vont venir les écouter pitcher. Donc c'est quand même intéressant, surtout aux sorties du Covid, je dirais. Donc on va voir. Enfin, je pense qu'il faut que de toute façon que la dynamique French Tech reprenne, et c'est pas qu'au Cambodge, c'est un petit peu général. La CCI, moi j'ai pris la présidence en février 2019, donc 2 semaines avant le début du Covid. Donc on avait tout un tas d'idées d'événements, tout un tas de projets qu'on a pu lancer, mais qui ont très très vite été bloqués par les autorités.
Donc, on a passé 1 an et demi à jouer au jeu du chat à la souris. Dès que ça se relâchait un petit peu au niveau des interdictions de rassemblement, on relançait des événements. Ensuite, il y avait une nouvelle vague du Covid, donc on était obligé de repartir sur des événements en ligne. Mais on a vraiment essayé de garder un lien avec la communauté d'affaires française du Cambodge. Et c'est une communauté qui est intéressante, c'est une communauté qui est dynamique, c'est une communauté qui est quand même qui a un rôle important au Cambodge. Hein. On représente par exemple la moitié de la communauté d'affaires européenne, donc c'est quand même pas rien. On est très visible. On a à la fois des grands groupes comme Vinci, Total, la Bred, enfin la BPCE Bred, mais aussi des petits entrepreneurs locaux. Je dirais le rôle de la CCI, c'est un peu le même rôle que toutes les CCI dans le monde. C'est vraiment, enfin moi je le vois vraiment comme de l'animation de communauté. Faire en sorte que je dirais que la présence française économique soit visible, aider nos membres à communiquer, aider nos membres à se connaître, essayer de favoriser les échanges, voir les courants d'affaires entre eux. Enfin, c'est vraiment ça notre mission principale. D'accord, ouais, non, bah la French Tech, donc je note le rassemblement, là, faudra que je trouve le lien pour le mettre dans la description de l'épisode. J'avais entendu parler de ça, mais malheureusement à Taïwan, on a encore des confinements, donc les déplacements restent compliqués. Mais non, mais ça a l'air super, ça a l'air vraiment dynamique tout ce que vous faites. Et ça nous amène donc au forum, donc il y a un événement qui va se tenir donc du 9 au 10 juin, un forum d'affaires. Donc qui organise ça déjà, et est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a un programme qui a l'air passionnant, là je mettrai aussi le lien dans la description. Oui, tout à fait. Alors donc il y a le forum principal, donc c'est le 9 et le 10, c'est organisé conjointement par la CCI, donc la section Cambodge des CCE, les conseillers du commerce extérieur. L'idée en fait, elle est assez simple. Ça c'est quelque chose qu'on a lancé en janvier. Le Cambodge a été un des premiers pays à réouvrir, parce que nous on est réouvert depuis décembre. Donc on a eu cet avantage de pouvoir je dirais nous projeter un petit peu sur la durée, et on sait que le Cambodge c'est toujours dur à vendre, c'est toujours difficile d'organiser des événements importés régional ici. Du moment qu'il y a un événement à Bangkok et Singapour, on est un petit peu noyé, et donc on s'est dit vu qu'on est les premiers à ouvrir, il faut qu'on arrive à marquer le coup et à le faire savoir. Et comment le faire savoir? La meilleure façon, c'est d'organiser un forum sur cet axe France-Cambodge, mais où on va essayer de motiver un maximum d'entreprises françaises de la région, mais aussi de France, à venir. Et l'espoir, c'était que les gens, au sorti du Covid, se disent tiens, ça fait longtemps que j'ai pas participé à un événement international. J'ai pas forcément de prime abord un gros intérêt pour le marché cambodgien, mais bon, je me dis je vais venir voir. Donc ça, c'est le premier angle. Et le deuxième angle, c'était aussi en profiter pour rappeler à l'écosystème cambodgien, que ce soit le gouvernement cambodgien et les entreprises cambodgiennes, que les Français étaient très présents au Cambodge, et puis qu'ensuite on avait toute une offre à proposer avec justement toutes ces boîtes qui viennent de l'étranger, qui vont venir présenter leurs services et leurs produits. Donc il y a un double enjeu, je dirais. Là, on est à 2 semaines de l'événement. On peut dire qu'on a réussi un premier pari, parce qu'on a déjà environ 70-80 personnes qui se sont inscrites de l'étranger. Donc, on peut espérer atteindre la centaine. Donc, c'est quand même pas mal vu les conditions actuelles. Il faut quand même se rappeler qu'il y a beaucoup de pays de la région qui viennent juste de lever les quarantaines au retour. Ou pas encore, comme je te disais, à Taïwan. Pas encore. Ouais. Et la Chine, bon, n'en parlons pas malheureusement. Mais... Ouais, tout à fait. Je dirais toute l'Asie du Nord, c'est un peu plus compliqué. Mais en ASEAN, quasiment tout le monde est ouvert aujourd'hui. Alors c'est un forum qu'on a. Moi, j'ai participé à beaucoup de forums de ce type via Confluence. Et c'est vrai qu'on a vraiment essayé de créer un format un peu différent. C'est-à-dire, on veut vraiment montrer le meilleur du Cambodge à nos visiteurs. Donc déjà, c'est un forum qui est délocalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une location, mais je crois qu'il y en a 6 ou 7. Donc on va en fait entre les matinées et les déjeuners
et les après-midi, ce sera dans des lieux différents et toujours des lieux, je dirais, assez sympas. On a vraiment varié les forums. On est plutôt parti, ça c'est l'expérience French Tech. On est plutôt parti sur des formats de mini-conférences en simultané, ce qui permet aux gens vraiment de faire leur propre programme sur ce qui les intéresse vraiment, je dirais. Et puis ensuite, évidemment, l'idée, c'est vraiment de créer des opportunités d'affaires pour nos entreprises à nous, pour les entreprises cambodgiennes et pour les entreprises visiteuses. Et tout ça, ça va être fait. On a un cocktail, on a une soirée after qui est très attendue aussi. Enfin, il y aura vraiment, je dirais, sur 2 jours complets, énormément d'opportunités de rencontres. Ça, c'est le forum principal. Et le 8, effectivement, ça commence la veille, parce qu'il y a effectivement ce rassemblement French Tech. Donc, évidemment, que les boîtes de la French Tech, elles vont aussi participer au forum. Donc, il y aura ce premier événement French Tech. Il y a aussi l'OSCI, qui est un peu moins connu, qui est la fédération des entreprises d'accompagnement à l'international, comme Confluence, qui organise un rassemblement régional. Donc, on est une vingtaine à venir. Donc, ça veut dire que il y a des boîtes comme nous qui font l'accompagnement de Malaisie, de Singapour, du Vietnam, mais aussi de France et même de Chine. Alors, il n'y a même pas de Chine, puisqu'actuellement, ils sont exilés en France, mais qui viennent pour l'occasion de participer au forum. Et enfin, le week-end qui suit, donc c'est le 11 et 12, il y a un rassemblement VIE de toute la région. Mais là, pour l'instant, on a une trentaine d'inscrits, donc il y aurait potentiellement une quarantaine de VIE qui vont venir passer le week-end sur Phnom Penh. On espère que beaucoup d'entre eux vont se joindre au forum. Ils le feront pas tous. Peut-être à la soirée. Voilà, je pense qu'on va les retrouver. Mais ça va permettre vraiment de rassembler un maximum de personnes sur une semaine. Donc, le programme a l'air super, en tout cas. Il y a un truc qui me saute aux yeux, là, je vois la Chine +1, comment travailler avec la communauté d'affaires chinoise. Donc les Chinois sont très présents au Cambodge et c'est marrant de se dire qu'il faut presque faire de l'interculturel Chine pour être au Cambodge. Tu peux nous parler un peu de cette communauté? Ah oui, alors moi je dis toujours il y a chinois et chinois, mais effectivement il y a une vague d'investissement massif chinois sur le Cambodge ces dernières années. Il y avait déjà évidemment une présence chinoise depuis longtemps, et notamment via je dirais plutôt les investissements en provenance de Hong Kong. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à travailler avec eux, notamment dans le domaine de la construction, mais aussi dans le domaine de retail. Ils sont très présents. Et l'idée, c'est un peu parce qu'il y a des success stories de sociétés françaises qui arrivent très très bien à bosser avec eux, parce qu'ils partagent avec notre public leurs conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce à quoi il faut faire attention, et peut-être aussi on sait que cette crise de Covid, je dirais, a quand même provoqué des réflexions dans pas mal de groupes, notamment ceux qui avaient un peu tout misé sur la Chine et qui aujourd'hui doivent chercher des alternatives. Pas forcément sortir de la Chine, mais peut-être, je dirais, diversifier leurs risques et leurs investissements. On sait qu'il y a beaucoup de ces entreprises qui investissent au Vietnam. On en voit aussi arriver au Cambodge. Donc, c'est ce que nous on appelle Chine +1. Hein. C'est arriver à être présent en Chine, mais aussi en ASEAN. Et quand ils sont en ASEAN, il faut qu'ils choisissent une base d'implantation. Et là, toute l'idée, encore une fois, c'est de promouvoir le Cambodge comme une terre d'investissement. Mmh. On entend aussi souvent parler de tout ce qui est ONG au Cambodge. Est-ce que les ONG restent assez présentes? Je crois que toi aussi, tu travailles ou tu aides une ONG, non, à Anvaya, c'est toujours le cas? Alors, sur Anvaya, non, je suis plus le président, mais effectivement, j'avais fondé alors moi, j'aime pas trop le terme ONG, mais c'était une ONG dont j'avais fondé une association qui avait pour but d'accompagner, encore une fois, le retour de la diaspora cambodgienne au Cambodge. Alors, c'est diaspora, on a une très grosse diaspora, le Cambodge, hein, que ce soit en France, aux États-Unis, en Australie, au Canada.
Donc c'est quelque chose que j'ai fait durant 5 ou 6 ans. Mais comme tout engagement associatif, au bout de 5 ans, ça a commencé à m'épuiser. Donc j'ai passé la main et malheureusement, l'association a pas survécu sur la durée avec les nouvelles équipes qui avaient pris la suite. Mais le Cambodge est encore aujourd'hui une terre d'ONG. C'est quand même moins le cas qu'auparavant, mais évidemment, on a encore énormément de besoins dans le domaine. Notamment, je pense à l'éducation, et puis il y a des ONG qui, si elles sont des ONG, savent aussi parler au secteur privé. C'est pas le cas de tous et toutes, mais je pense notamment à des ONG comme Passerelle Numérique, comme CrossArtMay qui discutent avec la CCI, qui discutent avec les entreprises afin de placer des élèves en stage ou ce type de choses. Elles sont encore présentes et je pense qu'on peut être assez fier parce que, en tout cas de mon point de vue, il y a vraiment de tout et n'importe quoi dans le milieu des ONG dans le monde entier et au Cambodge, mais je dois avouer que les ONG françaises sont quand même souvent les plus efficaces, les plus transparentes et celles qui s'inscrivent dans la durée. Mmh. Donc, et d'ailleurs, du point de vue du forum, il y aura plusieurs ONG et plusieurs entreprises sociales, ce qui est très à la mode, qui seront présentes. Et je pense qu'on aura une présentation d'une autre ONG que j'ai pas pensé à citer, c'est Phare, c'est la PAC. Donc c'est une école de cirque, mais qui est aujourd'hui devenue une école d'art et qui a monté une entreprise sociale avec Phare, donc le cirque cambodgien, qui est un cirque qui fait régulièrement des tournées en Europe. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent en France, je les invite véritablement, s'ils voient le cirque cambodgien passer dans leur ville, il faut à tout prix aller voir ça. C'est vraiment génial. Et c'est pas du cirque à la Bozo le clown, c'est les acrobates. Il y a des vrais scénarios, il y a une vraie histoire, c'est émouvant. Donc n'hésitez pas. D'accord, ok, je vais rajouter le lien aussi. On a des problématiques donc récurrentes sur le podcast, donc tout ce qui est le côté business développement. Bon, donc ça on l'a déjà bien couvert. T'es un peu l'expert, donc à la limite j'ai envie de dire, pour parler business développement au Cambodge, autant te contacter directement. Peut-être on peut développer un peu plus le côté RH qui intéresse les entrepreneurs. Ou les personnes qui veulent rentrer sur le marché. Donc, comment recruter, garder son staff, le manager. Est-ce que tu peux essayer de nous résumer ton expérience rapidement ? Ouais, bon alors j'ai pas de solution miracle parce que nous aussi on fait face à ça. Mm-hmm. Ce que je ressortirais, parce que on s'est mis à faire du recrutement là durant le Covid. Et notamment parce que les clients pouvaient plus se déplacer, donc n'avaient plus la possibilité de faire passer les entretiens, donc c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on continue de faire. Ce qui est intéressant, c'est que nous très régulièrement, lorsqu'on fait passer les entretiens et qu'on doit recommander des profils à nos clients, on leur dit toujours privilégier les jeunes, parce qu'il y a sur un marché comme le Cambodge, il y a un véritable gap entre, je dirais, peut-être même les moins de 25 ans, les moins de 26 ans, et ceux qui ont dépassé la trentaine. Il y a une vraie différence de compétences, d'engagement. Leur niveau de langue, évidemment, est largement supérieur. Souvent, c'est des jeunes qui ont voyagé à l'étranger, donc ils ont une ouverture d'esprit, ils ont un dynamisme qui est beaucoup plus intéressant. Et on a quand même régulièrement des entreprises qui font le choix de la sécurité, donc ils font le choix de prendre des gens qui ont plus de 30 ans, qui ont l'expérience, qui ont du réseau et compagnie. Mais très très vite, en fait, ils reviennent vers nous en disant, en fait, on aurait dû vous écouter et faire pari de la jeunesse. Ça, c'est la première chose. En tout cas, c'est un premier conseil, c'est faire confiance aux jeunes. Mais la difficulté, effectivement, avec les jeunes, c'est arriver à les garder. Alors, je pense honnêtement que c'est pas que le Cambodge. Je pense que on est aujourd'hui, on fait face à une génération. J'ai l'impression de parler comme un vieux con, mais s'il y a moins de 30 ans, s'il y a 30 ans, on est déjà vieux. J'avoue que. Non, mais je pense que les jeunes ont tendance ici comme ailleurs à être volages en termes professionnels. Donc, ils viennent chercher une expérience dans une boîte, ils se donnent à fond. Il n'y a pas de problème, mais ils sont tout à fait capables au bout d'un an. Alors, en général, ils savent quand même qu'il faut se construire un CV, donc ils font attention à ça, mais qu'ils sont
capables, au bout d'1 an ou 2 ans, même si les conditions sont bonnes, même si le boulot est toujours intéressant, à partir vers d'autres boîtes. Et ça, honnêtement, j'ai pas trouvé la solution miracle. Une des solutions miracles que nous on a, c'est qu'on recrute plus de femmes, mais ça c'est assez limite, et qu'on recrute plus de femmes parce que sur les, je dirais dans la société cambodgienne, elles sont quand même plus stables en général, et elles ont tendance à jouer la sécurité et le côté familial que nous on pousse beaucoup à Confluence dans la gestion au jour le jour de l'entreprise. Mais je dirais, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des départs dans quelques mois. Ça, malheureusement, ça fait partie du jeu. Il faut le savoir, mais j'aurais tendance à dire aussi, des fois, quand les employés restent un peu trop longtemps, c'est peut-être qu'ils sont trop confortables et peut-être que c'est pas très très bon non plus. Donc, je pense que c'est au manager d'arriver à ajuster ça. Il n'y a pas de recette magique, mais c'est des éléments intéressants que tu partages, quoi. Merci. On arrive à la fin de l'épisode, donc je vais te poser la question signature. Est-ce que tu as eu le temps pendant cette petite heure de réfléchir dans un coin de ta tête à la réponse? Donc comment hacker le Cambodge? Est-ce que tu as une astuce à partager? Comment craquer le pays? Alors c'est pas, enfin, j'en ai pas forcément un conseil lié au Cambodge, mais d'une façon générale, lorsqu'on entreprend, je pense qu'il y a, et je vais me contredire dans ce que je dis, je préviens. Je pense qu'il faut à la fois avoir une très grande confiance en soi et en ce qu'on veut faire, c'est-à-dire vraiment être déterminé, parce que c'est pas un marché facile, c'est pas des marchés faciles, c'est des marchés qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie et qui prennent de l'argent aujourd'hui pour arriver à pénétrer et réussir. Donc il faut persévérer. Si on y va en dilettante, si on y va sans budget, c'est vraiment sans engagement fort, je pense que ça sert vraiment à rien. En revanche, il faut aussi être capable de se remettre en cause un petit peu en permanence, parce que c'est pas parce que des choses marchent ailleurs, c'est pas parce que des produits fonctionnent ailleurs, des services marchent ailleurs, qu'ils vont fonctionner au Cambodge. Je vais pas dire qu'ils vont pas fonctionner. Il faut arriver à vraiment adapter aussi son offre, adapter son projet au marché local. Et ça, c'est difficile parce que il faut à la fois être très très sûr de soi et puis à la fois être capable quasiment tous les jours de se dire bon là je fais peut-être pas vraiment la même chose, être très à l'écoute, évidemment de ceux qui sont présents depuis des années, mais ça veut pas dire suivre non plus tous leurs conseils, être à l'écoute moi je sais que j'échange beaucoup avec mes employés cambodgiens aussi, c'est vraiment se dire qu'on n'a pas la recette miracle. Ok, non, mais un peu contradictoire, mais c'est tout à fait, ça fait sens, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux pour te contacter? Je vais rajouter le lien de ton compte LinkedIn dans la description de l'épisode. Ouais, je suis sur quasiment tous les réseaux sociaux à part TikTok. Ok, très bien. Pas encore TikTok, mais ça va venir. Donc, confluence au pluriel.egia, sinon un autre moyen de vous contacter, j'imagine. Merci beaucoup. Merci pour ce premier épisode Cambodge. Et donc, j'attends les prochains, tous ces entrepreneurs locaux que tu m'as cités avec impatience. Avec grand plaisir. Merci Raphaël. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!